Bonsoir à tous et puis bienvenue, ça fait vraiment chaud au cœur que vous soyez là. Alors, est-ce que vous aviez entendu parler d'Ayurveda avant de voir mon affiche ou avant de savoir? Qui c'est qu'on a entendu parler? Ah, quand même. Et qui à la télé, sur une chaîne, tous les matins, il y a de l'Ayurveda. Ah, tous les jours? Mais oui, presque. Ah, d'accord. Ah, bah, faut tomber dessus. Ok, donc est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est, très brièvement, hein, en une phrase, ou pas, hein, sinon... c'est du yoga, vous dites. Disons que le yoga est une pratique de l'Ayurveda, effectivement. Mais l'Ayurveda, c'est vraiment quelque chose de plus global que ça. Ayur, ça veut dire vie. Veda, vous avez dû en entendre parler, les Védas, c'est les textes sacrés de l'Inde. Donc ça veut dire Ayurveda, connaissance de la vie. C'est aussi une science de la longévité et du rajeunissement. Vous voyez, je ne fais pas mes 90 ans, tout le monde a dit ça. Donc, et c'est effectivement tout un processus de pratique. On va travailler l'alimentation, on va travailler l'activité physique, l'hygiène de vie, la routine quotidienne, bienvenue mesdames. Et puis, on va aussi travailler plus au plan physique ou spirituel par des pratiques de yoga. Le yoga, ça peut être des postures, ça peut être des travail sur la respiration, ça c'est très puissant. Puis si on veut aller encore plus loin, on va faire de la méditation. L'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle de l'Inde. C'est la première médecine globale, la première médecine holistique qui existait. On dit qu'elle date de 5000 ans déjà. Et les Chinois, parce que tout le monde en Occident connaît la médecine chinoise, se sont inspirés de l'Ayurveda pour concevoir leur médecine chinoise. Alors, il y a des parallèles, il y a aussi des choses très différentes, mais il y a quand même aussi pas mal de similitudes quand même. Et les Chinois sont inspirés de l'Ayurveda. Ce que je peux vous dire encore sur l'Ayurveda, c'est que c'est un art de vivre, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer très facilement dans votre quotidien, de plein de façons possibles. C'est quelque chose aussi de très compliqué, parce qu'un médecin ayurvédique, lui, va quand même faire 5 ans ou 6 ans de fac en Inde. Moi, je ne suis pas médecin ayurvédique, mais ça fait quand même 20 ans que je suis tombée dedans et que je pratique au quotidien. Alors, mon histoire, très brièvement, j'ai commencé par faire un doctorat en biochimie et en physiologie. C'est vraiment l'humain, le vivant, c'est vraiment quelque chose qui me passionne depuis toujours. Et j'ai perdu ma maman quand j'avais 23 ans. Et pour moi, ça a été un choc où je me suis dit, j'ai 2 voies possibles. Je suis assez carrée, donc j'en ai pas vu 3, j'en ai vu 2. Je me suis dit, soit je continue à être angoissée maladive, à être asociale, à avoir des sinusites chroniques, à avoir mal au ventre, à avoir mal à la tête. Soit, comme je sais maintenant que je peux mourir du jour au lendemain, je trouve une autre voie et je vais être plutôt dans une démarche de me faire du bien, de profiter de la vie et de m'épanouir et d'être le plus heureuse possible et de retrouver la pleine santé. Et quelques années après avoir cherché pas mal, j'ai lu beaucoup de bouquins de biochimie, pas de biochimie, de physiologie, de psychologie, pardon. Je me mélange parce que j'ai un doctorat en biochimie en physiologie, donc ça cafouille. Mais j'ai fait pas mal de recherches en philosophie, je voulais vraiment améliorer mon quotidien. Et un jour, j'habitais Dijon et il y a un médecin français, mais qui s'était aussi formé à la médecine traditionnelle indienne, qui est venu faire une conférence. Et c'est vrai que pendant cette conférence, ça a tilté, je me suis dit, waouh, il faut que j'aille regarder de ce côté-là. En plus, dans l'assistance, pendant les questions-réponses, on était dans un grand amphi, il y avait un Indien qui enseigne à la fac et qui a pris la parole plusieurs fois en disant, mais moi je suis indien, et dans notre quotidien en Inde, on a plein de pratiques au plan de l'alimentation ou au plan des massages. C'est vrai que c'est courant, les petits-enfants vont masser les pieds des grands-parents, par exemple, c'est pas tabou chez eux de se toucher comme ça, et ça fait partie de l'hygiène de vie et de la santé. Et puis il disait, tous les ans aussi, je vais en Inde chercher des plantes ayurvédiques, etc. Je me fournis dans mes produits. Donc je me suis dit, waouh, je vais aller creuser. Donc j'ai lu beaucoup de choses, et comme j'étais très formatée par mes études universitaires, c'est vrai que pendant des années, je n'ai vu que l'aspect médical de l'Ayurveda. Il m'a fallu ensuite rencontrer une maître qui m'a initiée au yoga et avec laquelle j'ai vraiment beaucoup travaillé beaucoup sur moi. Et là, je me suis dit, mais mince, l'Ayurveda, c'est bien autre chose qu'une simple médecine. C'est vraiment, comme je vous l'ai dit, une philosophie de vie, un art de vivre. Et c'est aussi
vraiment quelque chose pour bien se connaître soi-même. C'est vraiment, et je m'en suis fait finalement, maintenant quand on parle Ayurveda, je me dis c'est la clé du bonheur. Ça fait partie effectivement. Quand on pousse le truc assez loin et qu'on pratique tous les jours, effectivement, c'est un petit pas, chacun à sa mesure, mais on peut arriver toujours à mieux se connaître effectivement. Alors je suis un peu mes notes parce que j'ai tendance à beaucoup parler et je ne voudrais pas faire trop de digressions pour que vous livrez tout ce que j'avais prévu de vous livrer. Alors c'est vrai que quand j'ai atteint les 40 ans, j'ai vraiment eu envie aussi de partager tout ça. C'est pour ça que j'ai créé ma première société à l'époque. Où là, je pratiquais l'Ayurveda comme la plupart de mes confrères, consoeurs le pratiquent, c'est-à-dire en cabinet avec des consultations ayurvédiques pour conseiller les gens au plan de l'alimentation, au plan de l'activité physique, au plan d'hygiène de vie, pour faire des massages aussi. Et puis j'avais mis en place des choses qui ne se pratiquent pas vraiment en Occident. C'est un travail sur le mental. Grâce à l'Ayurveda, on peut vraiment avancer au plan, voilà, gérer mieux ses pensées, gérer mieux son émotionnel, gérer mieux les emmerdes aussi, à prendre du recul et mettre des lunettes complètement différentes de celles avec lesquelles on est né en Occident. La maîtrise. Voilà. Je ne suis pas encore là, mais disons que c'est la voie, effectivement, cette voie-là. Donc ça, c'était une expérience riche et après, j'ai voulu rayonner un peu plus. C'est pour ça que maintenant, j'ai aussi une activité en ligne pour toucher le plus de monde possible avec une formation en ligne sur l'Ayurveda. Et j'ai aussi orienté ma pratique pour conseiller effectivement toujours des gens, des particuliers pour leur hygiène de vie, leur alimentation, leur santé. Et puis une autre voie où j'ai mis au point une méthode pour aider les gens à se reconvertir au plan professionnel et aussi pour des chefs d'entreprise qui souvent ont beaucoup tendance, surtout dans les 5 premières années, à beaucoup se disperser, à perdre le focus. Avec l'Ayurveda, on arrive à recibler les objectifs, à s'y tenir et du coup, le chiffre d'affaires s'en ressent aussi. Voilà, ça c'est mon activité actuelle. Pour en revenir à l'Ayurveda, l'Ayurveda c'est une vision complètement différente de celle que vous pouvez avoir en Occident. Et la conception ayurvédique va reposer sur ce qu'on appelle les 5 éléments. Les 5 éléments, est-ce que vous pouvez me les citer par exemple? On entend très mal, il y a beaucoup de bruit et on entend assez mal. Ouais, mais pourtant, j'essaye. Là, je suis à peu près au maximum, à mon avis. Parce qu'après, ou alors vous. Je vais faire du bruit aussi, je vais rentrer là. Ben, on peut prendre 30 secondes, 1 minute pour que vous changiez de place. Hein. Donc la conception de l'Ayurveda, ça repose sur les 5 éléments. Ce que je tiens à vous dire aussi, c'est que pour un médecin indien, être en pleine santé, c'est avoir les pieds tièdes. Ça signifie que vous avez une bonne circulation sanguine. Ça va mieux? Ou c'est toujours pareil? Non, c'est mieux. C'est mieux? Le ventre chaud, ce qui signifie que vous avez une très bonne digestion. Et la tête froide, ce qui veut dire que vous n'avez pas de pensées perturbatrices ou des ruminations, que vous ne faites pas des nœuds dans votre tête. Quand vous avez ça, vous pouvez espérer être en meilleure santé. Et la santé en Ayurveda, c'est tout un système d'équilibre, d'harmonie entre justement votre corps physique, mais aussi vos pensées, votre émotionnel, votre psychologie. Et tout ce qui est émotionnel, pensée, psychologie est énergie en Ayurveda et du coup influe forcément sur votre corps physique. Et le corps physique va aussi influencer sur l'émotionnel, sur les pensées, etc. C'est toujours en interaction et on est aussi en interaction chacun avec le monde extérieur, avec l'environnement, avec l'entourage et les autres personnes, puisqu'on est aussi interdépendants, interreliés, etc. Et ce que je voulais vous dire, c'est que la conception ayurvédique part du principe que vous êtes au milieu de l'univers, vous n'êtes pas le centre du monde, et vous êtes comme un microcosme au milieu de ce gros macrocosme qu'est l'univers, qui est tout ce qui vous entoure. Et ce qui vous relie à ce macrocosme, c'est les 5 éléments. C'est-à-dire que dans le macrocosme, il y a les 5 éléments. Je vous avais demandé si vous pouvez me les citer, ça peut être bien. L'eau, Ouais. le feu, l'air, les terres. Les terres. Apogénaire, attendez, j'ai pensé. Voilà. Si on part du plus grossier, du plus lourd, on a la terre, on a l'eau, on a le feu, on a l'air et on a l'éther ou l'espace. L'espace, c'est tout ce qui ne se voit pas, qui remplit le vide, entre guillemets. Ce qu'on appelle le vide, avec la conception indienne, on dit que c'est de l'espace, que c'est de l'éther. Voilà.
Donc, vous êtes constitué de ces 5 éléments et tout ce qui vous entoure est constitué de ça aussi. Et ces 5 éléments, ça va être une clé de compréhension du monde et une clé de compréhension de votre organisme et de son fonctionnement. Et les Indiens, pour matérialiser ça, ont dit, bien, on va réunir ces 5 éléments, on va les unir par 2 et on va concevoir ce qu'on appelle les énergies vitales, les doshas, qui s'appellent Vata, Pitta et Kapha. Alors Vata, je vais vous écrire ça parce que c'est des notions importantes. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que c'est assez complexe et c'est quand même des choses importantes que vous appréhendiez. Avec Vata qui est le dosha, l'énergie la plus subtile puisqu'il est composé d'air et d'espace. Pitta de feu et d'eau. Et on a Kapha qui est l'élément le plus lourd avec de la terre et de l'eau. Et ce système-là, on a chacun ces 3 énergies, puisque ça représente les 5 éléments. On en a tous, simplement, ils sont dans un certain équilibre selon les personnes. C'est-à-dire que vous, Vata, Pitta et Kapha, sont dans un certain équilibre. Il y a peut-être plus de Vata, peut-être plus de Kapha ou de Pitta. Et moi je suis Vata, Kapha. Ça veut dire que j'ai, surtout Vata et Kapha, j'ai un peu moins de Pitta. On a souvent 2 doshas qui prédominent. Pitta, c'est l'eau et le feu, mais surtout le feu, 75% de feu. Pitta, c'est l'énergie de la transformation. C'est ce qui vous... Quand on regarde, on voit quelque chose et la rétine va transformer ça en image pour que le cerveau arrive à dire, bah tiens, là c'est une personne, là c'est des DVD. Il y a un mécanisme de transformation, donc c'est Pitta. Vata va régir tout ce qui est mouvement dans le corps. Donc ça va être vos battements de cœur, c'est la circulation sanguine, enfin plein de choses au plan physiologique. Et Kapha, c'est l'énergie de cohésion et de construction. Quand on est gosse, qu'on a besoin de grandir, on a beaucoup plus d'énergie Kapha, ça c'est chez tout le monde, ça va être comme ça. Donc importance de garder votre équilibre de ces 5 éléments. Plus vous le gardez constant et comme il était quand vous êtes né, plus vous avez de chances de rester en bonne santé. Le problème, entre guillemets, c'est que tous ces éléments, peuvent être bouleversés par un tas de choses. Par ce que vous mangez, par le stress, par le climat, par le temps qu'il fait, par votre âge. Enfin, il y a plein d'éléments qui vont les bouger. Donc, après, voilà, pour rester en équilibre, c'est un petit jeu à apprendre. Après, ça peut paraître compliqué vu comme je l'expose, mais c'est aussi beaucoup de bon sens. Et plus on se connaît soi-même, et plus on va voir que, tiens, quand je mange ça, ça me fait des brûlures d'estomac, il va peut-être falloir que je change, etc. Est-ce que c'est clair? Si vous ne comprenez pas un truc, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Voilà. Donc, je ne vais pas vous décrire toutes les constitutions, tous les profils ayurvédiques, mais je vais quand même vous décrire un peu ce que... Une personne qui serait Vata, qui aurait vraiment beaucoup de Vata, ça va être quelqu'un qui va être de corpulence plutôt fine, qui va être soit très grand, soit très petit, c'est-à-dire qu'il va être irrégulier. Il peut avoir les dents toutes de travers aussi. C'est quelqu'un qui a souvent le teint mat. Et puis au plan du mental, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, qui est très créatif. Alors, quand il y a trop de Vata, ça peut être aussi quelqu'un qui va se disperser, qui va tellement être curieux de tout et créatif, qui va avoir plein de projets en tête et puis qui n'ira jamais au bout parce que dès qu'il a un projet, il va commencer, puis boum, il aura envie d'autre chose, etc. Mais il n'y a pas un dosha meilleur que l'autre. De toute façon, vous avez les 3 en vous, c'est ce qu'il faut se dire. Pitta, la personne Pitta est de corpulence plutôt moyenne et c'est quelqu'un qui va... Il y a beaucoup de feu, donc c'est souvent des profils comme les politiques ont souvent beaucoup d'énergie Pitta, ou les grands sportifs, parce qu'il y a l'esprit de compétition là derrière. Kapha, c'est des personnes qui ont une corpulence beaucoup plus costaud, et c'est des personnes aussi bien dans le squelette, souvent il y a le test comme ça, vous voyez si vous pouvez faire le tour de votre poignet, ça c'est un indicateur aussi de votre dosha. Si vous pouvez très facilement, vous êtes plutôt Vata. Si vous pouvez, mais un peu moins facilement, vous serez plutôt Pitta. Puis si les doigts ne se rejoignent pas, vous êtes plutôt de tempérament Kapha. Les tempéraments, c'est pour les gens qui connaissent l'homéopathie, et il y a aussi des parallèles à faire. Donc c'est plus lié à une constitution, de naissance, un capital génétique qu'à un mode de vie alors. Alors, on a tous au départ cette constitution très particulière.
Et après, le mode de vie va peut-être dérégler l'équilibre de ces trois énergies. Parce que le but du jeu, c'est de les garder dans le même état, les uns par rapport aux autres. L'équilibre est propre à chacun. Mais l'équilibre, voilà, il est votre équilibre de base. Vous avez le vôtre, j'ai le mien. Et après, beaucoup de choses peuvent influencer. Toute votre hygiène de vie, là où vous vivez, peut-être que le climat ne vous correspond pas et par exemple va faire augmenter justement votre énergie kapha. S'il y a trop d'humidité dans l'air, ça va perturber kapha. Si c'est un climat trop sec, trop venteux, c'est vata qui va être trop augmenté. Ben voilà, il y a plein de choses. Donc après, le but de l'Ayurveda, c'est aussi d'apprendre aux gens à comment régler pour retrouver son équilibre de base. Quand vous n'êtes plus en équilibre de base, ben vous avez des problèmes de santé ou un mal-être, ou vous n'êtes pas dans votre équilibre de vie, dans une vie fluide et harmonieuse. Il y a des trucs qui coincent. Et c'est vrai que quand vous arrivez à déterminer votre constitution, votre profil de naissance, ça vous le donne après comme un décodeur pour arriver justement à faire ces réglages, à vous dire « Ah ben là, mince, j'ai mon vata qui est un peu trop haut, je vais le réduire un peu en mangeant ceci ou cela. » Est-ce que c'est mesurable? Alors mesurable, disons que physiquement, un praticien ayurvédique, il va déjà vous regarder comment vous êtes fait. Il va même vous faire tirer la langue, parce qu'il y a des langues kapha, il y a des langues vata et des langues pitta, il y a des, voilà. Il va regarder la couleur de vos yeux, votre démarche, enfin il y a tout un aspect extérieur. Puis après, il y a des questionnaires pour vous remonter, parce que quelqu'un peut avoir grossi ou être très maigre, alors que quand il était dans sa petite enfance, là où il était le plus proche de son équilibre de naissance, il pouvait être complètement différent physiquement. Donc, est-ce qu'il y a un système unitaire qui va faire, il va mais c'est pas respecter la langue, dire, oui, voilà, on coche des 20%. croix et puis à la fin, on fait le calcul combien de vata. On arrive à avoir un pourcentage. Voilà, exactement. Comme ça, on voit les... Alors, c'est pas forcément une science exacte, hein, mais on a une idée, puis les personnes se connaissent aussi, et ça, ben, on peut les interroger. Il y a aussi un interrogatoire à dire, ben, quels aliments vous avez vu que ça passait pas bien, ou quand vous avez une vie complètement anarchique, est-ce que vous en souffrez vraiment, ou si vous travaillez de nuit, quels impacts. Voilà, il y a aussi tout le travail avec la personne pour aller creuser aussi, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on sait, on peut du coup se dire, ben voilà, aujourd'hui ben, je suis très nerveuse, je dors mal, c'est souvent un déséquilibre de vata, et là on va se dire, ben on va pouvoir apporter ce qui va le calmer notamment. Hein. Donc je vous ai dit, pour retrouver son équilibre, si on l'avait perdu, on joue sur l'alimentation, on joue sur l'activité physique, on joue sur l'hygiène de vie, sur la routine de tous les jours. Il y a des pratiques qu'on peut mettre en place pour équilibrer. Souvent, les doshas vont s'augmenter et le but, ça va être de les remettre à leur état d'équilibre. On peut pratiquer le yoga, comme vous disiez, on peut pratiquer la méditation, la relaxation, et puis être présent. Ça, c'est des choses aussi qu'on ne fait pas trop en Occident, mais sur lesquelles j'aime beaucoup insister. C'est quand vous faites les choses en conscience, déjà ça va apaiser votre mental et bien vous équilibrer aussi. Mais ça aussi, c'est un entraînement de l'esprit qui ne se fait pas du jour au lendemain, évidemment. Donc, quand on veut analyser au plan, si on voulait, j'ai choisi plus le thème de l'alimentation parce que c'est quelque chose d'assez facile à appréhender quand on ne connaît pas l'Ayurveda. Puis en plus, en cette période post-fête, ça peut aussi vous aider dans les jours qui vont venir. La conception ayurvédique, elle ne va pas parler de protéines, de lipides, de protéines, de lipides, de sucre, de glucides dans les aliments. On va plutôt regarder leur qualité. Est-ce que c'est des aliments plutôt secs, plutôt rafraîchissants? Et on va jouer avec les opposés. Est-ce que c'est un aliment mou, un aliment dur, rafraîchissant ou chauffant? Et on va jouer là-dessus. Par exemple, pour quelqu'un qui serait pitta, qui aurait déjà beaucoup de feu, on va lui déconseiller de manger des aliments qui seraient trop chauffants.
les aliments trop chauffants, ça va être certaines céréales, ça va être aussi tout ce qui est acidité. Quelqu'un qui sera pitta, il ne va pas bien supporter, il a déjà beaucoup d'acidité en lui, on ne va pas lui en rajouter par l'alimentation par exemple. Donc voilà, on a une vision des aliments qui est assez différente de celle qu'on a ici en Occident, mais c'est une autre clé de lecture qu'il faut s'approprier et ça se fait très facilement. Pareil, à force de pratique, on y arrive. Parce que ce qui est important de comprendre aussi, c'est que l'Ayurveda part du principe, pourquoi il dit que l'alimentation c'est tellement important, mais ce n'est pas le seul, hein, Hippocrate, après la médecine indienne, c'est ce qu'il a dit aussi, que ton aliment soit ton médicament ou un truc comme ça, je n'ai pas la citation dans le texte, mais ça voulait dire ça, parce que plus les aliments, c'est vraiment ce qui va vous apporter tout ce dont votre corps a besoin, au niveau des nutriments, des vitamines, des oligo-éléments, etc., et on a franchement une intelligence du corps, c'est-à-dire que effectivement en Occident on s'en éloignait par notre éducation, par le fait aussi que dans une grande surface vous avez plein de choses qui vous tentent, que vous achetez et qui ne sont pas forcément bonnes à manger, enfin bonnes pour la santé, etc. Mais on a perdu cette intelligence du corps. C'est aussi pour dire que quand vous avez une envie de manger quelque chose, essayez de distinguer si c'est ce qu'on appelle une envie saine ou pas. L'envie saine, c'est par exemple, vous avez envie de manger un steak, vous mangez votre steak, et après, c'est bon, vous n'avez plus envie de viande, vous allez pouvoir manger autre chose, etc. Si moi qui mange très peu de viande, ça m'arrive d'avoir envie de steak, et quand j'en ai envie, j'en mange. Parce que je me dis, c'est mon corps qui me réclame sans doute les constituants de ce steak, et c'est important que j'en mange pour que je garde mon équilibre. En revanche, si vous avez envie d'une tablette de chocolat, que vous mangez le chocolat et qu'après, quand la tablette est finie, vous avez encore envie de chocolat, en Ayurveda, on dit que ce n'est pas une envie saine. C'est plus, ça masque peut-être un problème émotionnel, une compensation que vous avez envie de faire et ça passe par la tablette de chocolat. Mais ça, ce n'est pas l'intelligence du corps. Ce n'est pas votre corps qui l'a réclamé, c'est plus votre mental ou votre émotionnel. Donc, important aussi de savoir que l'Ayurveda part du principe que toute maladie débute dans la sphère digestive. Donc dès lors que vous avez une perturbation, un dysfonctionnement au plan de la digestion, c'est important de tout de suite rétablir les choses de façon à ce que ça ne dégénère pas en pathologie plus grave. Alors pourquoi ils pensent ça? Tout simplement parce que ces trois doshas, Vata, Pitta, Kapha, ont leur siège dans votre système digestif. Alors, je dis le vôtre, mais c'est le mien aussi, hein, c'est pour tout le monde pareil. C'est-à-dire que Kapha est dans l'estomac, Pitta est dans l'intestin et Vata dans le côlon. Et on part du principe que quand il y a des déséquilibres et que vos doshas augmentent, eh bien, ils vont déborder, ils vont plus tenir dans leur maison et ils vont aller se répandre quelque part dans votre organisme. Et ce quelque part, c'est souvent un endroit de faiblesse. On a chacun notre talon d'Achille et c'est là que le dosha va s'engouffrer. Et si vous ne rétablissez pas l'équilibre, il y aura vraiment des perturbations de maladies. Alors au début, ça peut être pas très grave, mais ça peut, au fil des années, si vous continuez à manger de la même façon, si vous continuez à être sédentaire ou à avoir les mêmes habitudes néfastes, vous risquez d'être malade plus gravement. Voilà. Alors, évidemment, il y a plein de gens, quand on leur dit « Est-ce que tu digères bien ?» Ils disent « Ouais, moi, pas de problème, je digère bien. » Sauf que, qu'est-ce que ça veut dire quand la sphère digestive n'est pas en forme? Ça peut être, vous êtes fatigué quand vous avez mangé. Ça arrive souvent après le repas de midi. J'ai pas mal de clients qui me disent je mange pourtant bien et tout, puis je mange que des légumes, mais j'ai sommeil après. Ça va pas. Si tu as sommeil, c'est que tu digères mal. D'autres ont la nausée, d'autres ont des remontées acides, ça peut être des ballonnements, ça peut être un transit qui ne va pas être régulier. Il faut aller à la selle au moins une fois par jour. Pour les personnes pitta, elles iront 2 à 3 fois. Ça, c'est des choses à surveiller. Et dès qu'on est dans ces dysfonctionnements, il faut se dire, j'ai un problème. Alors souvent, le problème, et c'est ce qui peut vous arriver à tous, après ce que vous avez peut-être mangé avec les fêtes, c'est que votre organisme n'est plus en mesure de bien digérer. On dit qu'il y a l'agni, AGNI, c'est le feu digestif. Et ça, c'est pareil. C'est important que votre feu digestif il soit puissant, pas trop,
mais qui soit optimisé pour que vous digériez bien. Pareil, pour en revenir aux personnes qui me disent « Moi, je mange que des légumes, des fruits, j'ai une alimentation saine, donc tout va bien. » Et quand on les interroge, on voit que non, ils digèrent très mal. Parce que vous avez beau manger la meilleure alimentation du monde, manger bio, etc. Si votre organisme n'est pas en capacité de bien digérer, il n'assimilera pas les nutriments qui sont dans vos aliments. Et du coup, bien, ça ne servira à rien de manger de la bonne alimentation parce que ça ne profitera pas à votre organisme. Donc ça, c'est super important de veiller à avoir ce bon feu digestif, sachant que selon la Constitution, on n'est pas égaux. Quelqu'un qui aurait beaucoup de vata, il a par nature, il n'a pas une digestion régulière. C'est-à-dire qu'il y a des jours, c'est quelqu'un qui va pouvoir manger énormément, parce qu'il aura beaucoup faim. D'autres jours, manger très peu. Et mal digéré, bien digéré, ça dépend des jours. Pitta, qui est beaucoup de feu, il a en principe un bon feu digestif, c'est souvent les gros mangeurs. C'est-à-dire qu'ils mangent énormément, ils ont tout le temps faim. On a l'impression qu'ils ne sont jamais rassasiés, mais c'est leur constitution, ce n'est pas un défaut. Il leur faut beaucoup manger parce que souvent, ils ont un feu digestif tellement fort qu'ils brûlent très vite ce qu'ils viennent d'ingérer. Donc c'est pour ça qu'ils ont besoin de manger plus. Après, si le feu digestif est beaucoup trop fort, ça va aussi les brûler de l'intérieur et pareil, les aliments ne leur profiteront pas du tout. Kapha, c'est la personne qui a un feu digestif le plus faible, une digestion la plus lente. Donc là, c'est plus compliqué aussi pour eux. Il va falloir, soit dans la préparation des aliments, soit au niveau de la façon de manger, faire plus attention que les autres constitutions. Mais là encore, il y a toujours des solutions et je vais vous les exposer. Alors, alors, je pense que vous savez que la digestion, elle commence dans la bouche. Dans la bouche, vous avez de la salive, et dans cette salive, il y a des enzymes digestives. Les enzymes, c'est ce qui va couper vos aliments. Vous souriez, vous avez appris ça à l'école peut-être? Vous êtes jeune, j'ai l'impression. Non, c'est pas pour ça? Ça vous rappelle des souvenirs? Oui. Voilà, donc dans la salive, les enzymes digestives qui vont commencer à couper. Mais pour qu'elles puissent bosser et pour qu'elles soient vraiment présentes, il va falloir bien mâcher et mâcher longtemps. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont tendance à avaler tout rond. Et là encore, si vous avalez tout rond, c'est la cata. Alors, il y a des nutritionnistes maintenant à Paris qui disent qu'il faut mâcher 40 fois. Ah, c'est quand même long, 40 fois. C'est ce qu'ils enseignent aux médecins, les amis médecins qui vont se former. Et l'autre fois, ils sont rentrés, ils m'ont dit « faut mâcher 40 fois ». Je dis « bon, si tu commences à compter, là, t'es foutu, tu vas complètement bousiller ta digestion. » Est-ce qu'il faut... C'est ça, oui, il y a la fourchette. 40 secondes. Oui, voilà, c'est ça. S'il faut chronométrer... Voilà, donc ça déclenche votre salivation, donc la digestion dans la bouche. Et ça dit aussi au cerveau, quand vous allez déglutir, ça lui dit aussi au cerveau, préviens vite l'estomac qui lance ses acides pour continuer à couper les morceaux, parce que là, elle va avaler et puis ça va arriver dans l'estomac. Donc vous voyez, c'est important que tout le système soit prévenu et travaille à son rythme, etc. Donc une fois que c'est dans votre estomac, important aussi de ne pas manger avec les dents du fond qui baignent, parce que si vous mangez trop, dans l'estomac, le bol alimentaire, il ne va pas avoir la place pour être malaxé et justement acidifié, etc. Donc en Ayurveda, on dit qu'il faudrait garder un quart de l'estomac vide. Ça ne veut pas dire que vous sortez de table en ayant faim, ça veut dire que vous mangez à satiété, mais pas trop non plus. Vous ne vous gavez pas, quoi, si j'ose dire. Donc ça, c'est important. Et ensuite, au niveau intestinal, c'est là que va se faire l'assimilation, c'est-à-dire que là, les morceaux, ils ont été coupés encore fins et ils vont pouvoir être éjectés dans la circulation sanguine pour aller nourrir les cellules, vos organes et faire fonctionner la machine qu'est votre corps et votre mental et votre cerveau, parce qu'il y a aussi besoin de nourrir tout ce monde. Donc ça, c'est super important. Puis ensuite, côlon, et après, ça passe dans les déchets, dans l'urine, dans la transpiration et dans les selles. Et puis, tous les déchets passent aussi par la voie lymphatique et sont expulsés aussi dans la circulation sanguine, etc. Donc, vous voyez, on a une machine moi, ça m'ébahit toujours de voir comment ça marche. Je trouve que c'est génial, mais à vous de la maintenir en forme et de faire justement que toutes ces étapes biochimiques et physiologiques puissent se faire correctement.
Donc on a dit, on mange lentement, on mastique bien. Important, c'est évidemment de manger des produits locaux, d'éviter aussi tout ce qui est produits transformés, parce que tous ces produits transformés ou industriels, notre système digestif il est encore très archaïque et il n'est pas fait pour digérer des nouvelles molécules, les conservateurs, les additifs et toutes les cochonneries entre guillemets qu'on trouve dans les aliments. Alors, aliments industriels, vous savez ce que c'est, hein, il y a aussi plein de conservateurs, il y a du sucre rajouté, il y a du sel qui n'est pas très bon pour la santé. Aliments transformés, quand je dis aliments transformés, ça va être les dérivés du lait par exemple, tout ce qui est fromage, tout ce qui est lait, dérivés du blé, ça va être les viennoiseries, ça va être le pain, les pâtes, dérivés de la viande, ça va être la charcuterie par exemple, dérivés aussi des crabes, des machins, là, le surimi, des choses comme ça. Si vous avez un bon feu digestif, faites-vous plaisir, vous pouvez en manger, mais quand vous sentez que ça cafouille et que vous voulez relancer justement votre agni, votre feu digestif, évitez ces aliments-là, ça sera bénéfique. Pour aider aussi votre digestion, pensez à manger plutôt du cuit. Le cuit, c'est un peu entre guillemets comme si c'était un aliment prédigéré. L'organisme, il a moins de travail à faire, moins d'énergie à dépenser à digérer du cuit. Il ira beaucoup plus à digérer du cru. En Ayurveda, on mange aussi les fruits toujours seuls. Et même les puristes, s'ils mangent des fruits, manger une banane. Moi, j'ai une amie indienne, elle est fille de brahman, et elle a toujours mangé, on mange la banane, on ne mange rien d'autre. Alors, on mange ça en dehors des repas, ça peut être une collation le matin ou pour le goûter par exemple, mais on ne les mangera pas après le repas comme on fait beaucoup chez nous, parce que ça va perturber la digestion. Si vous buvez aussi de l'eau froide, il y a des gens ils boivent de l'eau glacée en mangeant, c'est pareil, ça fait un choc thermique pour votre sphère digestive qui va ralentir, perturber la digestion. Si vous mangez des crèmes glacées, c'est la même chose. Donc, vous pouvez... L'Ayurveda, c'est vraiment... C'est très respectueux de l'individu, donc vous vous faites plaisir. Si vous avez envie de manger une date, vous la mangez. Mais si votre but, c'est de relancer votre feu digestif, pendant quelques temps, vous allez vous en passer. Tout dépend de l'objectif. En Ayurveda, on ne va pas se priver parce qu'on ne veut pas frustrer la personne. Il n'y a pas de régime. Quand on veut perdre du poids, il y a plein de techniques ayurvédiques, mais on ne va pas mettre la personne au régime. Parce qu'on part du principe qu'un régime, ça frustre la personne et le corps va se venger à un moment donné. Quand la personne va arrêter son régime, il va compenser, la personne va remanger beaucoup plus ou des choses beaucoup plus caloriques et va reprendre souvent beaucoup plus de poids qu'avant son régime. Donc en Ayurveda, on oublie tout ça. Ce qu'on fait aussi quand on cuisine, c'est qu'on évite de mélanger les contraires. Si on mange des produits salés, on ne va pas mettre de sucré avec. Si on mange des produits cuits, on ne va pas faire cuit avec du cru. On ne mangera pas de salade, par exemple. On va faire en sorte que l'organisme il puisse manger ces aliments cuits et les digérer convenablement. Si on mange une protéine animale, c'est peut-être une viande, on ne va pas manger de poisson au même repas, on ne va pas manger de fromage non plus. On choisit quelle protéine on veut prendre. Après, il y a aussi toute une histoire d'antidote. Si je mange ceci, par exemple la viande, si vous mangez avec un peu de papaye, là on fait une exception à la règle du sucré salé, les enzymes de la papaye vont vous faciliter la digestion de la viande. Donc ça peut se faire également. Qu'est-ce que je peux vous dire? La régularité aussi. De toute façon, tout ce qui est régulier, je vous ai dit que... Comment? Merci, la papaye, on ne m'a pas beaucoup trouvé. Hein. Oui. Donc manger local, qu'est-ce qu'on peut remplacer? Oui, pour la viande, il n'y a pas d'autre solution. Ah voilà. Donc, mais après c'était juste pour vous dire, illustrer le système de l'antidote. Par exemple, dans le café, c'est pas préconisé de boire du café non plus, parce que c'est trop excitant, surtout que le pita, ça va vraiment être trop chauffant. On dit, mettez de la cardamome dedans et ça... Voilà. Cardamome, c'est pas non plus... Vous n'allez pas en trouver dans les champs corses. Hein. Mais voilà. Donc oui, la régularité. En même temps, tout ce que je vous ai dit, Vata, il peut avoir les dents de travers, il a un caractère très irrégulier. Enfin, il a des caractéristiques d'irrégularité. Donc simplement le fait de manger à heure fixe, ça va aussi non seulement booster votre feu digestif, mais ça apportera aussi de l'apaisement et ça ralentira Vata. Pour les gens qui sont anxieux, qui sont angoissés, qui dorment mal, ça peut aussi aider d'avoir aussi des activités régulières dans... Voilà, simple fait de mettre en œuvre des habitudes régulières, ça jouera sur votre énergie Vata.
Important, que je ne vous ai pas dit, c'est manger quand vous avez faim. Il y a des gens qui se mettent à table parce qu'il est l'heure et qui n'ont pas faim. Donc là, c'est pareil, votre organisme, il ne va pas du tout bénéficier des bonnes choses que vous mangez. Si vous mettez à table juste par habitude, ça ne sera pas pertinent. Alors après, effectivement, s'il y a des gens s'il y a des gens malades, enfin, je veux dire, c'est une pathologie de ne pas avoir faim. Donc après, il y a des techniques aussi pour redonner envie, redonner de l'appétit à ces personnes-là. L'important, c'est aussi de ne pas grignoter entre les repas, parce que le but du jeu, si vous voulez que votre feu digestif il soit bien, il va falloir lui donner ces 3 repas, le petit-déj, le repas du déjeuner et le dîner. Et puis, ça met beaucoup d'énergie, ça met beaucoup d'heures pour digérer un repas. Donc, entre les repas, on met le système digestif au repos. Dès lors que vous grignotez toute votre machine, elle se remet en route et ça repart. Alors que, entre les repas, on a souvent besoin d'avoir de l'énergie, soit pour bosser, ou en tout cas pour faire des activités autres que de la digestion. Importance aussi en Ayurveda, après vous faites ce que vous voulez, mais moi je vous donne les consignes ayurvédiques. Le repas principal, il se fait au déjeuner parce que c'est l'heure Pitta. Ça aussi, ça serait un peu long de vous expliquer l'influence de tous des 5 éléments sur les cycles de nos vies. Mais au cours d'une journée, Vata, Pitta et Kapha vont se succéder selon les heures. Et l'heure Pitta, à un moment donné, c'est de 10h à 14h, heure solaire. Donc, ce qui explique qu'à midi, Pitta, le feu est au plus haut. Et c'est à ce moment-là que chez tout le monde, que vous ayez beaucoup de Pitta ou pas, chez tout le monde, le feu digestif est important à l'heure du déjeuner. Et donc, c'est à ce moment-là que vous devez manger en plus grande quantité. Plus que le soir, parce que le soir, on estime que c'est pas bon de se coucher pendant que l'organisme est en train de digérer. Donc le soir déjà, vous finissez de manger au moins 3 heures avant l'heure du coucher, de façon à ce que la digestion soit bien entamée et que lorsque vous êtes au lit, bien l'organisme comprenne que vous êtes là pour dormir, pour vous reposer et pas pour digérer, etc. J'ai une question. Oui. Des fois on dit que c'est bon de ne pas dîner, c'est vrai? En Ayurveda, on n'est pas pour le jeûne. Donc, à part pour des gens, peut-être les Kapha, qui ont une constitution de plus costaud, on leur dit qu'ils peuvent effectivement, une fois par semaine, ne pas manger. Mais en habitude, non, manger léger, mais ne pas manger, à part si vous êtes nauséeux ou que ça ne passe pas, mais sinon, ne pas manger du tout. Le risque, c'est que votre sommeil soit perturbé par la faim. Et que ça vous réveille dans la nuit parce que vous avez faim, tout simplement. Et on m'a dit Après, si c'est exceptionnel, vous pouvez le faire. Non, mais de faire tous les soirs, de ne pas manger le soir, ça me paraît un peu dommage. On m'a dit que c'était bon, si on ne voulait pas prendre de poids ou perdre du poids, de ne pas manger après 20h. C'est vrai? Ça, oui. Oui, parce que l'idée que je viens de vous dire, qu'il y ait au moins 3 heures entre la fin de votre repas et votre coucher, c'est important. Et puis on dit aussi qu'avant minuit, ça même ma maman qui ne connaissait pas l'Ayurveda me le disait, avant minuit c'est les meilleures heures de sommeil où le sommeil est plus récupérateur. Après il y a des gens du soir et des gens du matin, donc là je ne rentre pas dans le débat, mais voilà, ça peut jouer aussi. Mais effectivement le soir on ne mange pas, les Indiens mangent assez tôt le soir, 6h, 7h maximum, on dit oui, on va manger tôt, on va manger tôt. Alors, pour maigrir, pour mincir, il y a aussi toute cette histoire de cuisiner avec les épices. Les Indiens, rien qu'en rajoutant des épices, pour les gens qui sont Kapha, qui ont tendance à prendre du poids, etc., rien qu'en mettant des épices dans leur cuisine, vont voir des effets. Voilà. Après, il y a aussi des cures de détox de quelques jours, même d'un jour, qu'on peut mettre en place assez facilement et qui vont faire fondre, en tout cas. Parce que souvent, le problème, c'est que Kapha, tout le monde a du Kapha, donc ça arrive à tout le monde, ça. C'est que les gens mangent et ça va mal se digérer parce que le feu digestif, il n'est pas assez puissant et ça va générer des déchets, des toxines. Et ces déchets, ces toxines, quand pendant des mois, des années, vous digérez mal, eh bien, au lieu d'être évacué, comme je vous l'ai dit, par la transpiration, les selles, les urines, ça va rester en vous.
Et souvent, dans les amas graisseux, c'est là qu'elles sont les toxines. Donc, on fait des stockages à ce niveau-là, au niveau là ou ailleurs. Et tout ça, ça peut être effectivement liquidé par une alimentation particulière momentanément, quelques semaines, et voilà. Ce serait quel genre d'épices à peu près? Alors, c'est souvent ça peut être le poivre, ça peut être la cannelle, le clou de girofle, le piment. Par contre, si vous êtes pita, les épices, le piquant, il est vraiment pas, ça va augmenter le feu chez lui, donc ça va pas être trop. Pour lui, il va plutôt falloir d'autres épices comme du safran, le gingembre, des choses comme ça. Mais n'empêche, pour tout le monde, si vous boostez votre feu digestif, vous allez déjà voir les kilos tout le monde perd quelques kilos en faisant attention à ça, en redynamisant sa digestion de toute façon. Des kilos. Comment? Ah, pour prendre des kilos, moi j'ai connu ça aussi. Pour prendre des kilos. Oui, non, mais je sais bien, il y a quelques personnes, moi j'en ai fait partie longtemps, là je viens de grossir, donc c'est un truc d'exception qui m'arrive. Et effectivement, c'est souvent parce que vous avez beaucoup de vata, les gens qui ont beaucoup de vata, ils ont plus de mal à grossir que les autres. Et pour ces gens-là, il va falloir une nourriture, toujours du chaud. C'est aussi des gens qui ont tendance à être frileux. Il faut du chaud, il faut du chaud, donc des aliments cuits, plutôt cuits et pas cuits, des aliments nourrissants. Pas hésiter à manger de l'huile. Quand vous cuisinez, vous n'allez pas la manger à la cuillère. Mais on dit qu'un vata, il lui faut au moins 3 cuillerées à soupe par jour, d'huile d'olive ou n'importe quelle autre huile première pression à froid, mais que c'est important. De toute façon, on a tous besoin de gras. Les membranes cellulaires, pour prendre que ça, il y a des lipides là-dedans. Donc, dans nos sociétés où le gras est tabou, non. Oui. Alors moi, j'ai fait une cure ayurvédique en Inde pendant 4 semaines. Oui. En 2012-2013. Et donc, ils ont appliqué des principes effectivement de la diététique ayurvédique. Et quand je suis rentrée, non seulement j'avais perdu 12 kilos au bout d'une semaine sans le sentir, mais en plus de ça, je parle pour vous qui ne semblez pas énorme. Mais moi, j'ai pris 20 kilos. Et par rapport à mon poids normal, j'ai pris, avant le mois, j'ai pris 14 kilos. Normalement, je fais 1m77, 68 kilos, je fais 81 ou 83 kilos. Allez voir votre thyroïde, peut-être. Au-delà de l'amaigrissement, puisque j'étais en surpoids et que je suis revenue en surpoids pour des problèmes de thyroïde, j'ai gagné, je suis partie là-bas parce que j'étais dans un état d'épuisement total à cause du travail. Ça faisait 2 ans que je n'avais pas pris un jour de off. Oui. Et je suis revenue avec une année d'énergie. J'avais perdu 10 ans. Forcément, ça booste. J'avais perdu 12 kilos et une énergie mais incroyable pendant 1 an. C'est quelque chose d'incroyable. Et vous avez fait le panchakarma, le nettoyage, vous l'avez fait? Absolument. Et donc, au niveau des épices, moi je suis kapha, dominante kapha et pitta, mais avec une dominante kapha. Ce qu'il me faisait faire, c'était boire uniquement de l'eau tiède, pas à température ambiante, avec du cumin dedans. Et du coup, ça vous donne en plus une sensation de satiété. Parce que vous avez un goût, vous faites bouillir de l'eau, et c'est extraordinaire. Là, d'ailleurs, je vais m'y remettre. Mais c'est vrai que l'eau chaude, pour tout le monde, c'est super bon. Ne serait-ce que les personnes vata, je ne parle pas pour vous parce que je ne vous connais pas, mais il y a beaucoup de vata qui ont, comme elles sont assez stressées, et beaucoup d'énergie et beaucoup de stress aussi, il y a un problème de constipation. Parce que comme elles sont très dans le mental, il peut y avoir des problèmes de constipation. Et ne serait-ce qu'au lever, vous buvez un verre d'eau tiède ou chaude à la convenance, et ça fait aussi aller à la selle, et c'est rien quoi. Et c'est voilà. Je déteste boire de l'eau glacée, été comme hiver. Voilà. L'eau tiède. Voilà. Oui. L'eau du robinet. Alors pour Pitta, pas d'eau chaude, mais l'eau tiède effectivement, et puis les autres constitutions, effectivement, l'eau chaude ou tiède, ça peut être Moi, très j'ai eu bon. l'impression que ça changeait, ça intervenait aussi sur le métabolisme
Parce que quand je suis rentrée, je suis quelqu'un de très gourmand. Je me suis remise à manger des choses sans pommes tous les jours, etc. Malgré tout, j'avais continué à maigrir. Oui. Oui, parce qu'en même temps, ils vous ont nettoyé. Le panchakarma, c'est vraiment un système où on va vous nettoyer tout votre tube digestif. Hein. On vous fait vomir, on vous fait des lavements. Enfin, le tube digestif, il est nettoyé comme au goupillon quand vous récurez vos tuyaux. Quoi, hein. Donc, toutes les merdouilles, enfin, c'est pas le bon mot, mais excusez-moi, mais toutes les toxines, les déchets qui restent coincés, qui ne sont pas évacués par les selles en temps ordinaire, et boire de l'eau chaude, justement, ça permet aussi de nettoyer ça. Mais souvent, dans nos civilisations occidentale, il y a des machins qui restent quand même coincés là-dedans. Et là, on nettoie tout et après, on va réensemencer avec des bonnes bactéries. Et du coup, quand vous êtes rentré, votre feu digestif, il pétait le feu, si j'ose dire. Il était bien. J'ai continué à maigrir pendant un an. Voilà. Après, j'ai repris quelques années ensuite. Une énergie incroyable. Et surtout, une clarté du mental aussi, parce que c'est ça aussi dont on ne se rend pas compte chez nous, c'est qu'après, quand on a un corps qui est en pleine santé, qui digère bien, qui est en forme, qui utilise vraiment tous les nutriments qu'il récolte dans les aliments, bien là-haut, le mental, il est clair, il n'y a pas de rumination, on est calme, il y a plein d'idées, mais en même temps, pas trop, on ne va pas être trop dispersé non plus. Et ça se sent, enfin, ça se vit, c'est assez extraordinaire les premières fois quand ça arrive. Tout à fait. Mais que se passe-t-il lorsqu'on se reconnaît dans un des 4 éléments? Non, ça c'est le feu digestif, Agni, sinon on avait 3. Ouais. Et que les aliments qui sont conseillés pour ce profil ne nous plaisent pas du tout. Bah, en même temps, c'est rare parce que je n'ai pas amené les tables où il y a tous les aliments répertoriés pour chacun des doshas, mais de toute façon, vous n'êtes pas qu'un. C'est j'ai jamais rencontré, moi, depuis 15 ans que j'exerce, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui soit typiquement que Vata, que Pitta ou que Kapha. Vous avez toujours 2 doshas prédominants. Donc, il y a un panel d'aliments extraordinaires là-dedans. Parce que est-ce qu'on tient compte quand même du côté d'écoute en soi? Bien sûr, je vous disais tout à l'heure, l'intelligence du corps, c'est important. Et que vous devez manger tel aliment, par exemple le cumin, je prends cet exemple-là. Hein, oui, si vous n'aimez pas, vous ne le prenez pas. Moi, oui. Mais il y a tellement... Il y a un rejet oui, ça, bien sûr, mais il y aura tellement d'autres... Oui, il y aura tellement d'autres choses que vous allez pouvoir intégrer à votre alimentation que je ne pense pas qu'il y ait d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Hein, parce que le nombre de fruits, le nombre de légumes, même si la viande, on la recommande... Pitta, c'est des gros mangeurs de viande souvent. Ils ont le choix hein, chez nous. Il y a quand même pas mal de sortes de viande. Un médecin indien, ils ne sont pas tous végétariens non plus. Il n'y a pas de truc à jamais manger, quoi. Hein. Puis on peut se priver d'un aliment, peut-être pour mincir à un moment donné, mais après, quand on va le réintégrer, à chaque fois, c'est ça, c'est que soit on est en cure de détox, soit on veut avoir un peu plus de clarté mentale, ou on veut mincir, ou on a vraiment un problème de santé et on veut le résoudre, ou un problème digestif, on va se dire, ça, je vais éviter ces aliments-là, mais ça va durer quelques semaines, et après, on les réintègre à son alimentation. Vous voyez, c'est pas de... faut toujours s'écouter, ça c'est super important. Parce que sinon, c'est pas systématique. C'est ça qui est très différent de la médecine d'ici. C'est que quand vous êtes à l'hôpital, je ne sais pas si c'était dans un centre, dans un hôpital indien, votre voisine de chambre, elle n'avait sûrement pas la même alimentation que vous. Ni les mêmes médicaments. Ni les mêmes pratiques de yoga s'il y avait du yoga, ni la même méditation, ni les mêmes massages s'il y avait des massages. C'est une médecine personnalisée. Donc, c'est ça aussi qui fait que ça marche et que c'est une autre approche complètement. Et ça marche d'autant plus, effectivement, parce que c'est personnalisé au point où, finalement, pendant votre cure, vous allez même arrêter de penser, parce qu'on va s'occuper tellement de vous, on va vous porter, et tout ce qu'on vous demande de faire, c'est de suivre où on vous porte. Et tout ça, ça aide énormément. Bien sûr, oui. Quand on lâche. C'est une drôle de sensation. Oui, ça c'est certain.
Alors, méthode pour cuisiner les épices quand même, que je vous dise, c'est-à-dire que chez nous, souvent, je ne sais pas comment vous faites, peut-être vous faites très bien, c'est qu'on cuisine, puis on va saupoudrer avec ces épices pour donner du goût. Chez nous, c'est plus pour donner du goût, ça n'a pas de vertu thérapeutique, les épices ici. En Inde, ça, pour maximiser l'effet thérapeutique des épices, c'est-à-dire que vous prenez votre gamelle, vous mettez un corps gras, ça soit du beurre, on va utiliser plutôt le ghee, le beurre clarifié, ou une huile. Et puis, dès que ça chauffe un peu, vous mettez vos épices, que ce soit en poudre, que ce soit en graines. C'est des petites graines de moutarde, vous allez attendre que ça crépite un peu. Et puis là, bing, vous rajoutez vos légumes ou vous rajoutez votre viande. Et du coup, vous avez une huile épicée. Et cette huile épicée, elle va vraiment pénétrer dans vos aliments. Et quand vous allez manger, vous aurez toute la richesse et tous les bénéfices thérapeutiques de ces épices. Ça, c'est vraiment intéressant aussi. Je vous parlais du gras, là, le beurre clarifié. Le beurre clarifié, c'est les Indiens disent qu'un beurre de 100 ans guérit toutes les maladies. Un beurre clarifié, c'est super facile à faire. Moi, je mange que ça. Vous prenez une casserole, vous mettez votre mode de beurre dedans, du beurre bio, si possible, et vous mettez à feu le plus doux possible. Ça va faire que l'eau va finir quand même par s'évaporer. Vous aurez une écume blanche, blanche-beige, sur le haut de votre beurre. Et au bout d'un moment, il va y avoir des petites particules qui vont se former, qui vont tomber dans le fond de votre casserole. Et ça va commencer à caraméliser. Quand ça commence à caraméliser, vous coupez le feu, vous filtrez, soit dans un sopalin, soit dans une petite mousseline de tissu. Et ça vous donne le beurre clarifié. Alors là, j'en ai un fond. Il faut que j'en refasse. Vous voyez, alors là, il est liquide parce qu'il fait relativement chaud. Ça a une odeur de noisette qui est très agréable et c'est quelque chose qui peut se garder son temps. Et moi, je ne le mets jamais au frigo. Bon, j'en consomme tous les jours, donc ça descend quand même relativement vite. Mais c'est quelque chose de plus sain que le beurre ordinaire. Déjà, il n'y a pas la caséine, elle est tombée dans le fond. Donc, votre système digestif va pouvoir mieux le digérer. Et on dit que vous pouvez aussi l'utiliser, comme je vous ai dit, dans votre casserole en début de cuisson. Il n'y a pas du tout ce qu'on reproche au beurre d'avoir des inconvénients cancérigènes, cancérogènes, etc. Je vous disais aussi, un signe que vous ne digérez pas bien, c'est ce qu'il y a des dépôts sur votre langue. Quand vous vous levez, tirez-vous la langue dans le miroir et voyez s'il y a quelque chose dessus. La plupart des gens, ça a des dépôts blancs, des fois c'est couleur réglisse, ça dépend des gens, ça dépend des problèmes digestifs qu'ils ont. Et un truc agréable, moi j'aime bien le faire, c'est le râpe-langue, c'est-à-dire que vous allez vous nettoyer la langue et enlever les toxines. D'un côté, ça va raviver votre feu digestif, ça va aussi éliminer les cochonneries que vous aviez sur la langue. Vous faites doucement. Sur votre langue, vous avez tous les organes, tous les points réflexes de tous vos organes. Comme ils sont sur votre visage, ils sont sur votre oreille, ils sont dans vos yeux, ils sont sur les paumes de votre main, ils sont sous vos pieds. Et sur la langue, c'est pareil. Donc, en vous râpant la langue, vous pratiquez aussi un massage de tous vos organes, ce qui est bénéfique. Ça évite le tartre. Moi, quand je l'ai commencé à le faire, mon dentiste, déjà, qui me reproche toujours qu'il ne gagne pas d'argent avec moi, là, il m'a dit, mais c'est pas vrai, vous n'avez même plus de tartre sur vos dents, je ne sais pas pourquoi vous venez vous faire détartrer. Il me dit, mais votre hygiène buccale, il dit, mais j'ai rarement vu ça. Et je lui ai expliqué que je faisais ça, donc il n'en revenait pas. C'est vraiment... Une frottoir dans une brosse à dents ne suffit oui, pas? non, c'est pas pareil. Là, c'est vraiment un bout de... C'est du métal, alors il y en a en argent, il y en a dans d'autres matières, en cuivre, ça dépend. Moi, il est juste en métal comme ça, et ça va très bien. Vous faites ça le matin, souvent. Moi, je le fais, je suis une maniaque, donc moi, dès que je me brosse les dents, je refais un petit coup, mais si on le fait juste le matin au lever, c'est déjà pas mal de le faire. Ça, vous le trouvez, moi je le commande chez un de mes anciens fournisseurs à Nice, qui s'appelle Claire Lalève, elle a le site qui s'appelle Védicare. Et voilà, elle les vend, je crois que c'est 5 € les 3. Enfin, ça fait longtemps que je ne l'ai pas acheté, mais à l'époque ça devait être 5 € les 3. Vous pouvez en acheter, les distribuer autour de vous. Et c'est vraiment une bonne pratique facile à mettre en œuvre. J'ai fait bien été conseillé par le médecin et le chef, parce que ça enlève la flore qu'il y a dans la vie. Il faut pas appuyer comme un bourrin. Vous faites ça délicatement. Et ça, oui, c'est juste la petite couche. Vous n'allez pas vous martyriser la langue.
Après, là, je viens de voir sur Amazon, amazon.fr. Oui, Vous cherchez gratte-langue. Il y en a un à partir de 6,49 €. Pas un seul quand même. Et vous en avez 3. Ah voilà. En cuivre. Ça a augmenté. Voilà. Oui, tout augmente. Vous en avez. Vous mettez gratte-langue sur Amazon. Et puis, ce qui est... Alors là, je ne sais pas la dose. Franchement, je ne sais pas, il faut demander à madame pour sa dose. Voilà, oui, après, il y en a d'argent. Chaque métal a des vertus particulières, etc. Sinon, quand je vous disais de manger en conscience, c'est super important aussi d'être présent à ce que vous faites, à manger mais à faire d'autres choses. Mais quand vous mangez, ça permet aussi d'éveiller vos sens. Ayurveda part du principe aussi que notre contact avec les autres et avec notre environnement passe par nos 5 sens. Et l'Ayurveda, c'est vraiment, les pratiques visent à ça, à connecter votre corps, votre mental, votre spirituel. Vous faites un bloc. Souvent, nous, on est des morceaux un peu épars. Il y a des gens, c'est que l'intellect. D'autres, c'est que des gens émotionnels. D'autres, ils voient qu'ils ont un corps quand ils sont très gravement malades. En Ayurveda, on est un tout. Et ce tout, on peut le retrouver vraiment quand vous mangez, que vous êtes à ce que vous faites. Donc ça veut dire que déjà, vous regardez votre assiette avec les couleurs de chaque aliment, vous vous réjouissez à l'avance de ce que... Et ça permet du coup, rien que de regarder et de ne pas vous précipiter sur la nourriture, ça permet d'activer la salivation, ce qui est très bien pour démarrer votre digestion. Ensuite, souvent quand on mange chaud, il y a des effluves, le nez, l'odorat va être mis en action. Et puis, après, c'est le sens du goût quand vous mangez. Si vous pouvez manger avec vos mains, c'est encore mieux, parce que là, vous activez le toucher. Par contre, à table, les oreilles, ça ne sert à rien. On dit qu'on mange dans le calme. Donc, on ne parle pas, on ne regarde pas la télé. L'ouïe ne vous sert à rien. Voilà. Après, c'est dans l'idéal. Le médecin indien, il vous dit que manger, c'est acte de méditation. Vous êtes pleinement à ce que vous faites. Mais la méditation, c'est ça. Dès lors qu'on est présent à ce qu'on fait, que ce soit en train de jardiner, de peindre un tableau ou quoi ou qu'est-ce, on est. Pour moi, c'est ça en méditation. On n'a pas besoin d'être toujours en position du lotus. Voilà. Je vois que l'heure tourne. Mais j'avais presque fini, c'est pas si mal. Je suis assez fière de moi. Donc, l'Ayurveda, avec tout ce que je vous ai dit, vous avez beaucoup de choses, si vous avez envie, à mettre en œuvre de tout ce que j'ai pu vous dire ce soir. Après, c'est chacun fait à sa mesure. En Ayurveda, on est toujours bienveillant vis-à-vis des autres, mais on est aussi très amis avec soi-même. S'aimer soi-même, prendre soin de soi, c'est un des principes ayurvédiques de base et important. Donc, vous n'allez pas vous dire « Ah, il faut faire ça, il ne faut pas regarder la télé, il ne faut pas parler à mon mari quand je mange, voilà, comment je vais faire, aïe, 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 etc. » Pas de panique, vous prenez dans tout ce que j'ai dit des choses qui vous plaisent et qui résonnent en vous. Si ça ne résonne pas, vous ne prenez rien. Ça, après, c'est une démarche personnelle. Moi, je ne suis pas là pour faire du prosélytisme et vous convaincre. Pour moi, ça a été révolutionnaire. C'est encore ma clé du bonheur toujours et encore. Et c'est pour ça que j'ai cet enthousiasme à le partager. Après, ça reste un outil comme un autre. Et peut-être que votre outil n'est pas là, il est ailleurs. Hein. Donc, que ça soit bien clair. Et puis voilà, moi j'ai préféré, je vous disais, aborder cet aspect plus alimentation parce qu'on mange tous les jours, on en a besoin au quotidien. Donc je pensais que pour une première conférence, ça pouvait être intéressant pour vous, pour que ça soit des choses assez faciles à appréhender, à comprendre intellectuellement et puis à essayer au quotidien parce que j'ai une chaîne YouTube où je fais des vidéos et à chaque fois je dis aux gens, je vous dis des choses, mais rien ne vaut la pratique. Essayez, testez, parce que c'est comme ça que vous verrez si ça vous convient et les bénéfices que vous en tirez. Parce que le but du jeu, c'est ça, c'est d'avoir une vie plus belle, une vie plus harmonieuse, plus fluide. Et voilà, et on travaille l'alimentation, mais on peut travailler l'activité physique, on peut travailler, comme vous le disiez, vos pensées, parce que c'est ça aussi, dans nos sociétés, on court tout le temps après tout, là-dedans, ça bouline à fond les gamelles, et apprendre à calmer ses pensées. Moi, je sais que quand j'ai fait ça les premières fois, il y a un moment où vous n'avez plus de pensée. Et c'est un flip de... Ça m'a fait flipper, mais à mort, quoi. Je me suis dit, je suis morte. J'ai plus une pensée là-dedans.
Puis comme moi j'ai paniqué, les pensées sont revenues vite fait. Hein. Mais je sais pas, vous avez peut-être vécu ça aussi. Moi, je l'ai vécu très très bien. Et voilà, moi ça m'a vraiment surprise et ça m'a fait peur la première fois. Mais après, quand on sait qu'on n'est pas mort et que tout redevient normal, on se dit c'est quand même apaisant et ça fait du bien. Donc voilà, après on peut travailler aussi ses émotions, l'Ayurveda c'est aussi fait pour ça. Vraiment ça touche à toutes les sphères de votre vie pour que ça soit le plus harmonieux possible et que la vie est courte et autant la vivre sans se faire trop de nœuds dans la tête et en étant surtout en pleine santé physique et mentale. Si vous avez encore des questions, c'est le moment d'y aller. Je voulais vous demander, du point de vue des massages, Oui. moi, je pense qu'effectivement, entre la médecine occidentale et la médecine chinoise ou ayurvédique, il y a vraiment une différence qui est dommage. Parce qu'on ne fait pas, l'esprit et le corps ne vont pas ensemble dans la médecine occidentale. Oui. On soigne un petit morceau ici, un petit morceau là. Enfin, bon. Et donc, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Alors que si on traite aussi en même temps le mental, on guérit à ce moment-là. Oui, tout est lié. Et puis bon, maintenant il y a quand même les travaux de l'épigénétique qui arrivent et qui donnent... Bon, après, quand est-ce qu'ils seront mis en œuvre au niveau de la médecine, on n'en est pas encore là. Mais l'épigénétique, c'est ça, c'est de dire... aussi, et ça c'est vraiment un message d'espoir que les médecins d'ici commencent à prendre en considération, c'est que, vous parliez de capital génétique tout à l'heure, mais votre capital génétique, il n'est pas figé dans le marbre, c'est-à-dire que vos gènes, ils s'expriment, c'est le terme qu'on emploie, d'une certaine façon pour faire fonctionner votre corps, votre organisme, et puis quelquefois par un choc psychologique de certaines pensées, certaines émotions, certaines perturbations, même l'alimentation, la pollution, vos gènes vont, au lieu de synthétiser telle protéine, ils vont dire « Ah ben non, tiens, maintenant je fais celle-là ». Mais celle-là, c'est une protéine qui va déclencher un cancer, qui va vous déclencher des ennuis de santé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les scientifiques qui travaillent dans cette épigénétique, ils disent effectivement, un gène peut se dire, c'est pas des mutations, hein, c'est complètement différent, c'est simplement le gène qui se met à travailler, pas de la même façon qu'il travaillait jusqu'à maintenant. Et du coup, ça perturbe et ça vous change la vie du mauvais côté. Mais, ils disent, par une prise de conscience, par un travail, justement, pensée, émotion, par un travail sur soi, le gène peut retrouver sa fonction d'origine normale. Et ça, je trouve qu'on ne le dit pas assez dans les hôpitaux, etc. Mais la maladie est réversible. Et c'est pour ça aussi que nos médecins sont incapables, il y a peut-être des médecins dans la salle, mais je suis ouverte au débat et à la discussion. Mais il y a un très beau film documentaire à ce sujet qui s'appelle Mon docteur Hamza. Oui, je connais bien. Et du coup, pour que je puisse juste terminer, c'est que j'ai perdu le fil. C'est réversible. La médecine occidentale ne met pas en avant ça. Ne met pas en avant ça. Bref, j'ai perdu, c'est pas grave. Toujours est-il, voilà, c'est quand même un message d'espoir, se dire... Oui, ça y est, j'ai repris, merci. C'est la guérison miraculeuse. Des fois, les médecins, ils disent, mince, mais mon patient, il avait un cancer pas possible, et là, je le revois, et je trouve plus les tumeurs, où elles sont où. Et en réalité, c'est un de mes mentors que j'adore, le docteur Deepak Chopra, qui est indien de naissance, mais qui s'est formé d'abord à la médecine occidentale. Il a un gros centre ayurvédique, mais surtout, il est endocrinologue aux États-Unis. Il a fait carrière là-bas, une très belle carrière. Et puis, quand il était un petit peu plus âgé, il a découvert, il est revenu à ses origines indiennes. Il a vraiment appréhendé la médecine traditionnelle de son pays. Il a beaucoup travaillé aussi tout ce qui est médecine quantique. Et c'est ce qu'il dit, c'est qu'en chacun de nous, il y a toujours un endroit, même si vous êtes au seuil de la mort, avec un cancer carabiné, il y a toujours un endroit qui est en pleine santé. Et l'idée, c'est d'arriver à se reconnecter à ce petit endroit, parce que justement, ça peut complètement changer la donne et vous faire recouvrer la pleine santé. Tout simplement, maintenant, les scientifiques occidentaux le comprennent avec cette histoire d'épigénétique et de gènes qui se dérèglent, mais dont le dérèglement est réversible.
Donc voilà, on peut terminer sur ce message d'espoir, mais sinon, si vous avez d'autres questions, c'est toujours possible. Le massage, Oui. le message et le massage, est-ce que vous croyez que ça peut changer, je veux dire, la vie des gens, plutôt que de prendre des médicaments? Le massage global. Déjà, ça détend. Après, en Ayurveda, on a le massage, la marmathérapie. Les marmas, c'est les points comme les points d'acupuncture. Donc, quand on travaille un point, on va soit débloquer de l'énergie qui circulait mal à cet endroit-là, et c'est très puissant, effectivement. Même quelqu'un, moi j'ai toujours eu des gens en cabinet qui ne me disaient pas forcément qu'ils étaient malades ou en bonne santé, mais à chaque fois, quand ils revenaient, ils disaient alors les bénéfices. Ils avaient tous des bénéfices extraordinaires sur leur santé physique après. Donc, oui, c'est puissant. Vous en avez peut-être reçu en Inde. Oui, aussi, mais c'est pareil, c'est un global. C'est-à-dire que moi, je pense que j'aurais fait uniquement des massages. Voilà, le bien sûr, bénéfice ça aurait suffit été pas. un bien-être sur le moment. Oui. Mais là, c'était dans un global, Ouais. et puis c'était aussi avec des huiles ou des poudres qui mettaient. Bien sûr, adapté à votre constitution et à votre état du moment. Et dans un traitement global. Voilà. Bien sûr. Ah oui, c'est important cet esprit-là. Oui, oui, tout à fait. J'ai des cartes de visite si ça vous intéresse. Sinon, j'ai des choses gratuites sur Internet avec page Facebook et puis chaîne YouTube où je donne pas mal de conseils. Et je suis disponible si vous avez besoin.